Ceci étant fait, j'en fais la somme et je suis de nouveau à 2147. Voilà, nous avons ainsi pu monter notre bilan fonctionnel. Dans la foulée, j'en profite pour calculer le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement d'exploitation, le besoin en fonds de roulement hors exploitation et la trésorerie nette. Ceci pour l'année N et l'année N-1. Alors, le fonds de roulement net global. Je prends les ressources stables N, auxquelles je retranche les emplois stables N. Le besoin en fonds de roulement, trésorerie nette, etc. Je vais vous le calculer. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est la dette, c'est l'actif circulant d'exploitation moins la dette circulante d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement hors exploitation, c'est l'actif circulant hors exploitation moins la dette circulante hors exploitation. Et la trésorerie nette, c'est la trésorerie d'actifs moins la trésorerie de passifs. Pour terminer, je fais le calcul N-1, je transforme tout ceci en un petit tableau pour qu'on ait quelque chose de pas trop mal. Et là, notre bilan fonctionnel est assez imparable. On a un fonds de roulement net global pour l'année N-1 qui est de moins 307 000 euros, qui passe à moins 160 000 en N, une amélioration, mais on reste négatif. Un BFRE qui lui se dégrade encore d'une année sur l'autre, de 196 à 260 000. Et une trésorerie nette qui est en partie couverte parce que sur le hors exploitation, on dégage un petit quelque chose. Moins 484 000 en N-1, moins 360 000 en N. C'est-à-dire que la dette que l'on a vis-à-vis de nos fournisseurs d'équipement nous permet de couvrir à la fois un manque de ressources stables et le besoin en fonds de roulement d'exploitation également présent. Néanmoins, ça permet d'en couvrir une grande partie, mais pas tout. La trésorerie est systématiquement négative. Notre entreprise doit faire face par du découvert bancaire, mais un découvert bancaire, vous voyez, qui fait que sa trésorerie est négative. La famille Ducol a bien essayé de ramener des fonds pour pouvoir augmenter les ressources stables. C'est ce qu'on a pu voir avec les comptes courants d'associés. Elle a un léger emprunt bancaire qu'elle a en partie remboursé, ce qui accroît encore son problème de FRNG, puisque là il faut plus de comptes courants. Elle détruit du capital parce qu'elle est déficitaire pendant plusieurs années. Si je reviens sur le passif, vous le voyez apparaître ici, on a nos deux résultats négatifs, et juste en dessus, vous avez ce qu'on appelle le report à nouveau. Vous vous souvenez de ça en comptabilité, le report à nouveau, c'est le cumul, quand c'est positif, de la partie du résultat qui n'a pas été mis en réserve et qui n'a pas été distribuée, mais c'est aussi le cumul des pertes. Et vous voyez qu'en N-1, on est déjà à moins 58 000 de cumul de pertes, auxquels se rajoutent les 23 000 de la perte N-1. Donc on passe en N un report à nouveau à moins 82 000, et on sait déjà que pour N plus 1, à ces moins 82 000 vont venir se rajouter les moins 37 000 de perte N. Donc là, on sait déjà que l'année prochaine, c'est moins 129 000 de report à nouveau. L'impact est que, vous voyez ici, le capital, chaque année, le montant des capitaux propres, chaque année, est revu à la baisse. On est face à une destruction de capital au fur et à mesure que les années passent. Et l'entreprise ne survit visiblement que parce que la famille Ducol ramène en compte courant d'associés des fonds. 983 000 en cumulé en N-1, on passe à 1 127 000 en N, visiblement pas suffisant. Le projet va peut-être être compliqué.
Maintenant, calcul des taux qui peuvent accompagner ce besoin en fonds de roulement, ce FRNG, etc. Donc pour ceci, je vais commencer par calculer le poids du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc pour ceci, je prends le besoin en fonds de roulement d'exploitation pour N 260 et je vais le diviser par le chiffre d'affaires réalisé cette même année, soit 419. Et je duplique le calcul pour l'année N-1. J'arrange un peu tout ceci en le présentant sous forme de pourcentage. Et là, on voit le début effectivement des problèmes. Ce qu'on avait pressenti sur le bilan fonctionnel ne fait que se confirmer. En N-1, près de 48% pour le poids du BFR. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a 100 € de chiffre d'affaires réalisé, c'est 48 € de besoin en fonds de roulement d'exploitation supplémentaire qui apparaît, qu'il faut couvrir, et donc qui va consommer de la trésorerie à hauteur équivalente. Et en N, eh bien, la situation se complique encore, puisque là maintenant on est passé à un peu plus de 62%, ce qui signifie que chaque fois qu'il y a eu 100 € de chiffre d'affaires réalisé, c'est un peu plus de 62 € de besoins en fonds de roulement d'exploitation qui sont apparus. Donc une consommation de trésorerie qui va en s'accélérant, ce que l'on a vu précédemment ne faisait que le confirmer. Alors essayons peut-être de quantifier les choses. Je propose un ratio de rotation des stocks. Alors comme ici on n'a pas énormément de documents, je vais faire une rotation des stocks de produits finis et en cours confondus, ce qui va beaucoup me sauver la mise. Ici, comme j'ai que deux bilans, je ne vais pouvoir faire que le calcul du ratio de rotation pour l'année N. Donc pour ceci, je vais faire la moyenne des stocks d'encours et de produits finis. Donc pour ceci, je prends la valeur que l'on va avoir à l'actif du bilan. Ici, pour le N-1, je suis très tranquille, je prends la valeur nette, ce qu'il ne faudrait pas faire, mais parce que je sais que dans le compte de résultat, il n'y avait strictement aucune provision sur stock. Donc, ce qui veut dire que la valeur nette et la valeur brute du stock en N-1 est la même, ce que l'on voit également d'ailleurs en N. Donc je prends ces valeurs que je divise par 2, ça m'en fait ainsi la moyenne, et tout ceci, je vais le rapporter à ce que je vais estimer comme étant le coût de production. Alors mon calcul va être en partie biaisé, je remonte sur le compte de résultat, je vais prendre pour ceci en termes de coût de production l'achat de matières premières, ça c'est certain, ça rentre dans les produits fabriqués. Je vais rajouter les autres charges et charges externes. Alors là j'ai un problème parce que il n'y a pas de distinction entre ce qui concernait les hébergements touristiques et la production de vin. Mais je me dis que là, louant plusieurs hectares de vignes, fonctionnement des pressoirs, de la cave, etc., ça doit quand même consommer la grande part ou la plus grande part de ce que j'ai pu acheter à l'extérieur. C'est en grande partie faux, mais il va falloir que je trouve une solution. Donc j'ai pris celle-ci. Et puis je vais rajouter également ce qui peut être salaire et charge sociale. Là aussi, en me disant dedans, je vais avoir le temps partiel de la femme de ménage qui travaille sur les gîtes, mais j'ai surtout le salaire des 2 employés à l'année pour la viniculture, ainsi que tous les extras qui viennent en renfort. Donc je vais en rester là par contre, parce que dans l'idéal il faudrait rajouter les dotations d'amortissement, mais là, dotations d'amortissement, ça me renvoie aussi bien à des installations de production, là très certainement ça concerne la vigne, mais aussi à ce qui est bâtiment. Et là c'est plus compliqué parce que je vais avoir du bâtiment à vocation industrielle et j'ai les fameux 8 gîtes et 3 chambres d'hôtes, ça fait partie de l'ensemble, là je suis incapable de l'utiliser, donc je préfère ne pas faire de bêtises en le prenant. Et je multiplie par 360 jours. Ce qui va
nous faire une rotation de stock de l'ordre de 245 jours. Là, les virgules, les décimales, ça sert pas à grand chose. On est sur un ordre d'idée, mais ça veut dire que vous avez en stock 245 jours de produits fabriqués. Dit autrement, vous avez pour 8 mois de fabrication en stock. Bon, en soi, c'est pas choquant, c'est du vin, donc c'est vrai qu'on ne vend pas forcément l'intégralité de la production de l'année en quelques semaines. On a en cave peut-être plusieurs années de vin, mais ça fait quand même, vous voyez, quelque chose qui est important à financer. Là, on l'a rencontré déjà tout à l'heure. Je vais également faire un ratio de rotation des créances clients, en sachant que c'est un ratio qui, là aussi, va être un ratio compliqué à analyser parce que complexe. Les clients, on en a de plusieurs sortes. On a les clients qui touchent d'abord à la partie viticole. Deux sortes de clients. 20% de ces clients, c'est de la vente directe à la ferme. Donc ça, j'imagine que vous comme moi, on passe à la cave acheter quelques bouteilles, on paye cash. Donc là, pas de surprise. Après, surtout, on a la vente, pour 80% des ventes, ça se fait à destination de la grande distribution. Donc là, un temps sans doute de paiement à la clé, d'autant plus que Monsieur Ducol semble dire que c'est assez compliqué comme négociation. Il a dû sans doute lâcher pas mal de dettes de règlement. Et puis une autre clientèle, c'est la clientèle des gîtes, des chambres d'hôtes, clientèle touristique. Mais là aussi, c'est une clientèle qui paie euh, cash, voire même avec un compte. Donc c'est pour ça que ce ratio de créance client là me plaît pas énormément. L'idéal, ce serait d'avoir quelque chose de plus analytique. Sauf que là, en analyse financière, on n'a pas les informations pour le faire, on n'a qu'un bilan. Quoi qu'il en soit, ce calcul, je le ferai de la manière suivante. Je prendrai la créance client N et N-1 que je divise par 2 pour en avoir la moyenne. Et tout ceci sera divisé par le chiffre d'affaires réalisé, toute taxe comprise. Donc j'applique mes 20% de TVA. Il n'y a pas de raison de le mettre autre chose, hein, puisque là, aux dernières nouvelles, le vin n'est pas un produit dit de première nécessité, fois 360, ce qui va nous donner alors un chiffre qui pour nous oui, est très baroque, hein, 14 jours de créance client. Mais 14 jours de créance client, quand vous savez que le vin c'est 80% des biens vendus et que le vin représente un tiers seulement des ventes, bah là je peux faire une extrapolation assez rapide, hein. 80% d'un tiers, ça me fait pas loin d'un quart du chiffre d'affaires. Et bien si j'ai 14 jours pour l'ensemble de mon chiffre d'affaires, ça veut dire que j'ai un règlement qui doit se faire aux alentours de presque 2 mois pour ce qui est de vente à la grande distribution. Voilà, c'est un peu la manière dont je peux m'en sortir, donner un ordre d'idée, parce que le 14 en lui-même ne signifie vraiment pas grand chose. Ensuite, rotation des dettes fournisseurs. Pour ceci, je prends la valeur au bilan de la dette fournisseur N et de la dette N-1 que je divise par 2. Ça nous donne ainsi la dette moyenne sur l'année. Et ceci, je vais le diviser par l'ensemble de nos achats TTC. Donc l'ensemble de nos achats, on le trouve dans le compte de résultat. C'est de l'achat de marchandises pour cette année, c'est de l'achat de matières premières, et c'est autres achats et charges externes, que je multiplie par 1,2 pour tenir compte de la TVA, et fois 360 jours. Ce qui nous fait alors une dette fournisseur qui dispose d'un délai de règlement de 45 jours, un mois et demi pour régler les fournisseurs.
Continuons tout ceci. Maintenant, je vais m'intéresser au ratio d'autonomie. Ratio d'autonomie, rapport entre dette financière et capitaux propres. Ici, la dette financière, il va falloir que je me méfie, parce que j'ai une partie de cette dette qui est en fait du compte courant d'associé. Donc je vais éviter de le prendre dans mon calcul, je vais ne prendre que la dette auprès d'établissements de crédit. Parce que le compte courant d'associé, c'est ce que les associations ont amené. Ça a une couleur, ça a le goût de la dette, mais on sent bien que le remboursement de celle-ci n'est pas quelque chose qui, dans le cas en tout cas du col, n'est pas ni urgent ni réalisable immédiatement. Donc je prends la dette de l'année N, 189, que je divise par l'ensemble des capitaux propres, soit 91. Ce qui nous fait un ratio, ici en pourcentage, de 208%. C'est-à-dire que pour 100 de capitaux propres, vous avez 208 de dette en face. Et le même calcul peut se faire pour l'année N-1 où on a un ratio de 127%. Si vous vous souvenez, ce ratio, dans l'idéal, ne devrait pas dépasser 100%. C'est-à-dire que pour 1 euro de dette, vous avez en face 1 euro de capitaux propres. Et là, eh bien, à 208, vous avez le banquier qui assure 2/3 des risques supportés par l'entreprise en termes de financement. Et puis enfin, la capacité de remboursement ou capacité d'endettement, les deux vont de pair. Capacité de remboursement, c'est en combien de temps, combien d'années de CAF est-ce qu'on va être capable de rembourser la dette financière. Donc je reprends le montant de la dette, 189 pour l'année N, que je vais diviser par la valeur de notre CAF, c'est-à-dire les 42. Et je fais le même calcul pour l'année 1. Résultat des courses, en N-1, il fallait 3,22 années de CAF au niveau où elle se situait à l'époque pour rembourser la dette financière. On est juste en dessus du fameux ratio de 3. Par contre, en N, le ratio se dégrade beaucoup puisqu'on passe à 4,5 années. C'est-à-dire qu'avec 42 de CAF, il lui faut 4,5 années x 42 pour rembourser ce qu'elle doit. Là, on est face à une entreprise, pour le coup, où il y a un risque fort, d'autant plus que les années précédentes, on n'était pas indemne de risque. Logiquement, entre l'autonomie et la capacité de remboursement, mais également les résultats qu'on a pu voir précédemment, les banquiers ne vont pas se précipiter pour prêter de l'argent, bien au contraire. Là, il y a à la fois un risque, parce que c'est le banquier qui assume une grande partie des financements, et en plus, il y a un risque au remboursement, parce qu'avec 4,5 ans, l'entreprise ne va pas pouvoir renouveler un quelconque équipement, va devoir laisser vieillir celui-ci, et en plus, vu la manière dont progresse le compte de résultat, on a le sentiment que la CAF est amenée plutôt à régresser qu'à progresser. Donc derrière, le ratio risque encore de se dégrader. Donc là, un banquier ne prêterait certainement plus rien à cette entreprise, c'est même étonnant qu'il lui ait encore prêté cette année. Seuls les associés peuvent espérer amener encore des fonds à l'entreprise, soit sous forme de capital, soit encore avec du compte courant d'associés. En synthèse, eh bien on peut dire qu'on est face à une entreprise qui va avoir beaucoup de mal à financer les investissements dont on a fait allusion dans l'énoncé. Là, il faudrait 180 000 € pour pouvoir financer la nouvelle machine et la piscine. Cette entreprise n'a aucune trésorerie d'avance, ne peut plus rien emprunter, c'est déjà bien s'il peut espérer rembourser quoi que ce soit, n'a pas de CAF suffisante pour autofinancer quelque chose d'ailleurs, et les associés historiques vont avoir pas mal de problèmes parce que augmenter le capital ou amener encore des fonds, j'espère qu'en tout cas ils ont quelque chose de côté, parce que ils sont déjà à 1 127 000 € de compte courant d'associés.
Le capital a été en grande partie détruit. Dans cette société, on partait avec 170, ben on en a déjà perdu 129 si vous vous souvenez. Donc là, on va avoir déjà, de toute façon, pour les prochains exercices, besoin de recapitaliser l'entreprise. Donc il va falloir épurer les pertes. Là, ça va être déjà pas mal de capitaux pour les associés à réinjecter, ou en tout cas constater que ce qu'ils avaient déjà amené est perdu. Donc c'est sans doute pas sur une piscine et sur une machine à vendanger qu'il faut parier, c'est peut-être plus sur une analyse plus précise des charges qu'il faudrait faire cette fois-ci sous une approche calcul des coûts, et se poser effectivement la question, est-ce que il faut continuer à produire du vin? Certes, ça plaît aux clients des gîtes de venir sur un domaine viticole, de pouvoir repartir avec leurs petites bouteilles, etc. Il n'empêche que l'intégralité de la surface de vigne est louée, qu'on a 2 salaires spécifiquement dédiés à cette production de vin, que cette production de vin, eh bien, en termes de vente, décline fortement d'une année sur l'autre, n'amène pas grand chose comme valeur ajoutée, sans compter qu'on a sans doute aussi un nombre important de charges extérieures, parce que c'est des traitements, parce que c'est des consommations de carburant, c'est des matériels qu'il faut entretenir, etc. Des savoir-faire également qu'il faut aller chercher de manière ponctuelle. Est-ce que cette entreprise n'aurait pas plus intérêt à se reconcentrer sur la partie touristique, garder peut-être un tout petit peu de vignoble pour le côté un peu typique, quitte à effectivement en louer une petite partie à vinifier et pouvoir vendre aux clients sa propre production, mais en tout cas arriver à réduire drastiquement des charges qui, d'une année sur l'autre, là on l'a vu, avaient déjà eu tendance à dériver pas mal. Faut-il trouver un partenaire? Eh bien, faut-il encore espérer qu'un partenaire veuille bien venir s'intéresser à cette entreprise, parce que là, les pertes succèdent aux pertes, donc c'est pas très intéressant, et qu'il faut sans doute déjà restructurer, comme on vient de l'indiquer, avant de pouvoir passer à autre chose. Voilà, en conclusion, pour cette société Green. Je vous remercie de votre attention.